Pour commencer, il faut voir Tabletop Simulator comme un outil d'entraînement et de mise en pratique de notre hobby. Des joueurs comme Zig et bien d'autres se sont perfectionnés grâce à ça. Bien entendu, cela n'enlèvera jamais le plaisir de partager une partie dans la vie réelle, que ce soit avec des amis ou bien de simples inconnus que l'on découvre à travers le jeu. Et ce n'est de toute manière absolument pas le but de Tabletop Simulator. D'ailleurs, pour parler de ce logiciel, j'utiliserai l'abréviation TTS. Grâce à TTS, plusieurs communautés se sont construites, notamment celle de TTS 40K AOS France ou d'organisateurs de tournois tels que Balzébut. Bref, ce qu'il faut pour permettre à des joueurs de province comme moi d'affronter des joueurs de niveau débutant à celui des joueurs et joueuses sélectionnés pour l'équipe de France. Cet épisode sera dédié à ma légion favorite, que je joue depuis la V2, plus sérieusement depuis la V5 et compétitivement à partir de la V7. Dernièrement, j'ai participé à la première édition du tournoi organisé par le serveur TTS 40K France, le lien de leur serveur Discord en description, où j'ai fini 34e sur 62 joueurs, donc un résultat plutôt moyen. Ils organisent une seconde édition à laquelle je participe. Je vais donc vous faire un débrief de ce premier tournoi, de la liste jouée, des pistes de réflexion sur la faction et la liste que je jouerai pour cette seconde édition du tournoi TTS. Bienvenue dans ce nouveau format vidéo, Retex. Vous ne savez pas ce que ça veut dire, c'est retour d'expérience. Commençons par la liste que j'ai jouée durant le tournoi. Nous sommes en chapitre successeur des Space Wolves, les Red Scorpions. C'est un chapitre successeur Forge World où il n'y a aucune obligation pour utiliser un chapitre en particulier. Il n'y a que des suggestions. De plus, vous êtes libre pour choisir les traits de successeur. J'ai donc fait le choix de jouer Whirlwind of Rage, car celui-ci se combine parfaitement avec notre doctrine de chapitre Savage Fury, afin d'obtenir 2 touches additionnelles sur un 6 non modifié pour toucher. Pour le second trait, je suis parti sur Warded, permettant d'avoir sur toute l'armée une insensible 5+, contre les blessures mortelles. J'ai fait le choix de ce second trait suite à quelques parties tests contre des armées pouvant générer des blessures mortelles. Une petite précision, j'ai joué le trait Born Heroes sur les 2 premières rondes du tournoi, car Ark of Omen venait tout juste de sortir, et les organisateurs ont permis aux participants, qui le souhaitaient, de changer leur liste après la ronde 2, mais avant de commencer la ronde 3. Pour cet épisode, je vous parle directement de la seconde liste, car il y a trop peu de changements pour qu'il soit pertinent de discuter des 2 listes, et je n'ai pas envie que l'épisode dure trop longtemps. Maintenant que vous avez le contexte, regardons le premier choix de la liste. J'ai pris un capitaine à moto, Wolflord pour les aficionados de l'armée, pour son endurance 5, ses 6 points de vie, sa mobilité, mais surtout pour son avance automatique de 6 pouces. Je l'ai équipé d'un marteau pour sa force x2 et ses dégâts 3, ainsi qu'un bouclier car c'est gratuit, et profiter d'un +1 à la sauvegarde qui va entrer en synergie avec la relique de l'armure de Russ, car il fournit une sauvegarde à 2+, passant donc à 1+, ce qui permettra d'encaisser les PA-1 et -2 sans trop de difficultés, surtout avec la perte de l'armure du mépris et le retour du dégesteur tueur de personnages. Je vais apporter une petite précision, car j'ai trop souvent lu et vu la même erreur. Mais pourquoi on paye 2 points de commandement pour lui mettre qu'une relique? Eh bien, pour commencer, peu importe la condition, pour mettre une relique sur un personnage, vous devez soit utiliser le stratagème du Chapter Approved relique afin de fournir une relique, les équipements spéciaux étant aussi des reliques. Ou alors le stratagème de votre codex, en l'occurrence pour les Space Marines, les Relics of the Chapter. Puisque nous jouons en chapitre successeur, nous n'avons pas accès aux reliques du Croc. Mais en utilisant le stratagème Trophy Bestowed, trophée décerné en français, vous pouvez, au lieu de donner une relique du codex Space Marine ou un équipement spécial, donner une relique du Croc Space Wolf. Voilà pourquoi nous devons payer 2 points de commandement pour une relique Space Wolf. Reprenons le sujet de notre capitaine à moto. J'ai choisi de payer les 2 points de commandement pour lui fournir la relique armure de Russ. En plus de donner une sauvegarde à 2+, et une invulnérable que l'on a déjà de 4+, elle inflige un combattant dernier au début de la phase de combat contre une unité à portée d'engagement. Lorsque vous combinez ce genre de capacité avec l'intervention héroïque, cela devient très intéressant. Surtout lorsque vous avez le stratagème contre-charge, permettant de passer la distance d'intervention à 6 pouces au lieu de 3. Pour ceux ne l'ayant pas vu, je vous mets en description ma vidéo sur l'ordre d'activation en phase de combat pour que vous puissiez comprendre la force d'une telle relique. Ensuite, je lui ai fourni 2 traits de seigneur de guerre. Le premier avec le stratagème du Chapter Approved trait de seigneur de guerre, afin de lui mettre le trait Space Marine Rite of War, donnant objectif sécurisé aux unités bases et personnages à 6 pouces autour de lui. Car avec le nouveau détachement Ark of Omen, le but est de se défaire au mieux des unités de troupes qui étaient autrefois une taxe à payer obligatoirement. Mais c'était aussi la source principale d'unités objectifs sécurisés. Quant au second trait, en utilisant le stratagème Warrior of Legend, nous pouvons lui mettre un second trait du moment qu'il est issu du codex Space Wolf. Ce sera la saga du chasseur, car elle permet
permet d'avancer charge durant le même tour, donnant un bonus de +1 à l'avance et à la charge, permettant ainsi une avance automatique de 7 pouces au lieu de 6, puisqu'il est à moto, et la possibilité de désengager et charger. De plus, les traits Space Wolf ont une mécanique particulière. Durant la bataille, lorsque vous réalisez un acte spécifique, vous obtenez un bonus supplémentaire. Ce qui est de la saga du chasseur, l'acte demande de réussir une charge pour obtenir une aura de 6 pouces permettant aux unités bases de pouvoir avancer et charger dans le même tour. Petite précision pour la réalisation de l'acte. Lorsque vous le validez, vous devez attendre le début de la prochaine phase, car le bonus supplémentaire s'active à la fin de la phase en cours. Ce qui, après la charge de votre personnage, ne vous permet pas immédiatement de fournir l'avance et charge aux unités bases dans votre aura. En général, vous devez rester vigilant sur les ouvertures que votre adversaire vous laissera, car plus vous activerez tôt votre saga, plus votre armée aura d'impact sur la partie. En général, un adversaire jouant l'objectif secondaire Behind Enemy Line vous enverra très tôt une unité qui permettra de valider votre saga. Enfin, il compte faire ses 15 points dessus. Pour finir avec notre capitaine, ce sera évidemment le seigneur de guerre de l'armée, car nous ne pourrions pas lui fournir autant d'options si ce n'était pas le cas. Enfin, il est amélioré en maître de chapitre pour fournir une relance des jets pour toucher à une unité base, voire à lui-même en fin de partie ou lorsque la litanie de notre chapelain échouera. Passons au personnage suivant, le chapelain Primaris Samoto. Son rôle principal sera d'apporter plusieurs améliorations aux unités de l'armée. C'est pourquoi nous l'améliorons en maître de la sainteté afin de connaître une litanie supplémentaire. De base, il connaît Litany of Hate, fournissant une aura de 6 pouces, permettant aux unités bases et personnages de relancer leur jet pour toucher sur leurs attaques de mêlée. Très utile pour maximiser les 6 non modifiés pour toucher, afin d'ajouter des touches additionnelles. Pour les deux autres litanies, nous avons Exhortation à la rage, permettant de donner un bonus de +1 pour blesser sur les attaques de mêlée à unité base ou personnage. C'est une litanie très intéressante pour une armée dédiée à la phase de combat, et lorsqu'elle réussit, permet d'économiser un point de commandement pour le stratagème Savage Strike, donnant +1 pour blesser si l'unité Space Wolf a chargé dans le même tour. D'un autre côté, si vous dépensez un point de commandement pour utiliser ce stratagème, vous pouvez avoir 2 unités différentes avec ce bonus. Ce sera suivant les situations dans lesquelles je serai. Pour la dernière litanie, ce sera le Canticle of Hate, qui est une aura de 6 pouces offrant un bonus de +2 à la charge et la possibilité de faire son mouvement d'engagement et de consolidation de 6 pouces au lieu de 3, et au lieu de 4 pour la Thunderwolf Cavalry. Cela permet de réagir fortement à certaines charges adverses entre le stratagème de contre-charge, permettant de faire une intervention héroïque de 6 pouces pour unité Space Wolf. Nous sommes toujours dans l'aura du chapelain. Suite à cela, nous pourrons faire un mouvement d'engagement de 6 pouces et après avoir effectué les attaques de l'unité, un mouvement de consolidation de 6 pouces. Donc il faudra bien gérer votre positionnement. Toute une combinaison permettant de prendre de vitesse notre adversaire sur le moindre engagement de sa part. Enfin, pour ce qui est du trait de seigneur de guerre, ce sera Wise Orator, permettant de réussir les litanies sur 2+ au lieu de 3+, et la possibilité d'utiliser un point de commandement au lieu de 2 pour le stratagème Commanding Oratory. Il permet, durant un tour où nous choisissons de ne pas lancer de litanie, d'activer la plus importante au moment où l'on estime en avoir le plus besoin. Même si je m'en suis jamais servi, c'est une option qu'il ne faut pas oublier car il y a des moments où la possibilité de relancer les jets pour toucher ou le bonus de +2 à la charge sont plus importants que quoi que ce soit. Pour finir avec ce choix, le fait de prendre sa version à moto lui permet d'avoir l'avance automatique de 6 pouces afin de se positionner comme il convient pour fournir toutes les auras nécessaires. Maintenant, regardons notre dernier choix de QG, Severin Lotz. C'est un Psyker ayant plusieurs particularités. La première, d'avoir des caractéristiques plus intéressantes qu'un Librarian classique, avec ses 5 points de vie contre 4. Il a une invulnérable 4+ native, donc pas besoin de chercher à l'équiper d'une relique, ce qui permet déjà d'économiser des points de commandement. Il est Chief Librarian, afin de connaître et de deny un pouvoir psychique supplémentaire. Il possède une arme de mêlée de force 6, PA-2, dégâts 3, pouvant infliger en plus une blessure mortelle par sauvegarde ratée contre les unités Psyker. Mais surtout, capacité Bane of the Damned, donnant à une unité base une relance des jets pour blesser contre toute unité de Psyker, aussi bien pour des attaques de tir que de mêlée. Pour les pouvoirs psychiques, j'ai pris Ouragan Meurtrier qui inflige un combattre en dernier et de temps en temps empêche l'unité adverse de pouvoir Overwatch, si celle-ci n'est pas entièrement ou partiellement dans un élément de terrain, et qui fut très utile dans mes parties. Ensuite, Messager de la Tempête, afin de fournir un couvert léger aux unités Space Wolf, permettant ainsi à mes unités de Thunderwolf Cavalry d'en profiter, car étant une unité de cavalerie, elle ne pourrait pas en bénéficier autrement. Et le dernier pouvoir, Instinct éveillé, passant une unité en doctrine d'assaut. Si elle l'est déjà, elle bénéficie d'un bonus de -1 à sa pénétration d'armure sur des 6 non modifiés pour blesser, pouvant se cumuler avec le bonus conféré par la doctrine d'assaut elle-même. Un pouvoir
savoir qu'il possède la même particularité que la litanie d'exhortation à la rage, car il permet soit d'économiser un point de commandement pour ne pas utiliser le stratagème nature bestiale, ou d'avoir 2 unités différentes en doctrine d'assaut avant le tour 3, avec un capitaine à moto mangeant à lui seul 4 points de commandement, faire des économies est assez important. Regardons du côté des troupes. J'ai fait le choix de prendre 2 unités d'infiltrateurs avec Gantley Helix, car ils permettent plusieurs options de jeu. La première est d'être objectif sécurisé et pouvoir s'infiltrer durant le déploiement pour prendre rapidement le contrôle d'un marqueur objectif, ce qui, grâce à la nouvelle capacité des Space Marines de garder un objectif sous notre contrôle, même lorsque l'unité en partira. La seconde est d'empêcher toute unité qui se téléporterait ou arriverait depuis les réserves, d'être à 12 pouces ou moins de l'unité d'infiltrator. La troisième consiste à profiter du Gantley Helix et du stratagème physiologie transhumaine pour bloquer une grosse figurine, en limitant le nombre de blessures subies via la transhumaine 4+, et la réduction à 0 dégâts de la première sauvegarde ratée par tour de joueur. Quant à la dernière option de jeu, selon les possibilités que vous offre votre adversaire en utilisant le stratagème tactique de guérilla, afin de mettre en réserve votre unité Phobos Infiltrator pour qu'au tour 5, vous puissiez arriver de réserve stratégique pour réaliser un objectif primaire ou secondaire. Bien que cela ne soit pas ou trop peu utilisé, vous devez le garder en mémoire car il pourrait vous permettre de maximiser votre gain de points de victoire sur le dernier tour. Maintenant, les unités d'élite. J'ai mis 2 unités de scouts, tous équipés de la même manière. Un Wolf Scout en épée énergétique et pistolet bolter. D'ailleurs, je vous conseille plutôt la hache pour le palier que peut vous faire passer la force 6. Un scout avec fuseur, 2 en couteau de combat et le sergent en combi flammeur et marteau. Le tout en cape de camouflage. Bon, je dois quand même vous dire quelque chose. Je n'avais pas fait attention lorsque j'ai remis cette liste. Je pensais avoir mis le sergent en combi-fuseur. Donc ne faites pas la même erreur que moi, mettez-le avec le bon combi. Après pas mal de réflexions sur les équipements, j'aurais une préférence pour mettre les 2 scouts qui sont en couteau de combat avec des fusils Astartes. Car la manière d'utiliser les scouts ne leur permettront jamais de charger. Vous me direz, mais à quoi bon mettre une hache et un marteau dans l'unité? Eh bien pour les quelques fois où 1 ou 2 scouts survivraient, vous laissant ainsi une chance de pouvoir charger. L'intérêt principal de ce genre d'unité est d'aider à valider des objectifs secondaires, car ils sont forcément utilisés avec le transport Landspeeder Storm, permettant de faire un mouvement de 18 pouces, débarquer de 3 pouces, bouger l'unité de scout de 6 pouces, et pour ceux souhaitant les faire avancer, vous ferez un D6 supplémentaire. Donc un mouvement global compris entre 28 et 33 pouces. D'ailleurs pour cela qu'il y a un intérêt à jouer en combi-fuseur et fusil Astartes, car ce sont des armes d'assaut, pouvant tirer après avoir avancé. Avec cette capacité de projection, vous pouvez orienter votre jeu sur plusieurs objectifs secondaires. Engage on all front, le plus simple, demandant moins d'engagement et la possibilité de voir votre unité survivre. Behind enemy line, avec un bon positionnement, vous pouvez le valider 4 fois. Une fois par unité de scout et une autre en utilisant les Landspeeder Storm. Ils ne sont pas détruits entre temps. Si vous partez sur cet objectif, je vous conseille fortement de jouer 3 unités de scout et Landspeeder Storm. Vous pouvez aussi mettre une bannière sur un objectif que vous serez capable de contrôler, car depuis le chapter approved de Nephilim, vous pouvez mettre une bannière sur un objectif même s'il y a une unité ennemie, c'est du moment que vous contrôlez celui-ci. La dernière possibilité est de pouvoir bloquer le mouvement des unités adverses afin de gagner du temps et garder le contrôle de la majorité du champ de bataille. Attaquons-nous maintenant aux attaques rapides. On débute avec 3 unités de 6 Skyclaw. Grâce aux réductions de points apparues en janvier, de nombreuses unités sont devenues performantes par rapport à leur coût. Les Skyclaw font partie des grands gagnants de ces modifications. Pour seulement 110 points, nous avons 5 figurines avec 3 fuseurs dont un gantelet énergétique sur le pack leader, équivalent du sergent chez les Space Wolf. Et nous avons depuis très longtemps cette possibilité d'ajouter dans la majorité des unités Oldborn un garde-loup, une sorte de super sergent que l'on peut équiper un peu comme on veut. Puisque ces équipements sont gratuits, on part sur un marteau et un combi fuseur, ce qui nous fait un total de 4 tirs de fuseur, 3 attaques de gantelet et 4 de marteau. Le reste étant surtout des attaques de saturation d'épée tronçonneuse. Avec un mouvement de 12 pouces, on obtient une unité à minima aussi performante que des Vanguard vétérans. Si l'on regarde du côté des choix d'élite avec nos garde-loups en réacteur dorsal, pour en avoir 6, dont 1 en gantelet, 1 en marteau et 4 combi fuseurs, nous sommes à 153 points. Par rapport à nos Skyclaw, nous obtenons une différence de 43 points supplémentaires. Il reste une chose que je tiens à préciser, car je vois trop souvent aussi des joueurs Space Wolf faire l'erreur. L'accès à la règle Charge Berserk. Elle s'applique uniquement si vous jouez le chapitre originel ou la version successeur, mais avec le trait Inheritor of the Primarch. Ce qui signifie qu'en dehors de ce cadre, vous ne devez pas compter votre bonus d'attaque de charge berserk. Au lieu d'avoir plus 2, vous n'aurez que plus 1 comme tous les Space Marines avec la règle Choc Assaut. Continuons. Avec 3 unités de 4 Thunderwolf cavalerie, on a 2 unités avec 3 griffes, 1 marteau et 4 boucliers. La 3e unité ayant 2 griffes, 2 marteaux et 4 boucliers aussi. Depuis les réductions de points, la cavalerie fait son grand retour dans les listes compétitives Space Wolf. Très longtemps mise de côté, car beaucoup trop cher pour ses capacités. Sans compter le fait qu'elle ne traverse pas les ruines, devant les contourner, ce qui est assez problématique. J'ai décidé de jouer des unités de 4, car je trouve qu'il est plus facile de les manœuvrer autour des ruines, sur les tables de type WTC qui sont connues pour être assez chargées en décor de ruines.
Si vous jouez sur d'autres types de tables, UKTC, Games Workshop ou LVO, ce sera beaucoup plus simple. Bien que l'UKTC présente quelques soucis, mais beaucoup moins prononcés que le WTC. L'utilisation de cette unité s'est confirmée avec le classement de Poulidor, atteignant la 4e place du French Wargame Day 2 en solo, et emportant le premier ticket d'or français pour le championnat du monde solo organisé par Games Workshop. Je vous mets le lien de l'interview en description, pour ceux ne l'ayant pas écouté. Poulidor a joué 3 unités de 5 Thunderwolf, confirmant ainsi l'utilité compétitive de celle-ci. Et le fait de pouvoir montrer que 5 figurines par unité n'est pas si gênant, finalement, sur le format WTC. Encore bravo à toi. Alors ok, l'unité semble performante, mais pourquoi? Dans un premier temps, c'est l'une des rares unités du codex pouvant avancer et charger dans le même tour. Combiné à un mouvement de 10 pouces, vous pouvez parcourir nativement entre 11 et 16 pouces, puis lancer une charge à 2d6. Pour optimiser leur mobilité, le bonus de plus de la charge via la litanie du chaplain permettra de parcourir des distances importantes. Devoir étendre en ligne son unité pour capter l'aura du chaplain n'est pas un problème, car vous avez un mouvement d'engagement et de consolidation de 4 pouces au lieu de 3, permettant ainsi d'optimiser le nombre de figurines pouvant attaquer. Ensuite, chaque figurine fera 3 attaques de monture de force 5 PA-2 dégâts 1, ce qui représente 12 attaques pour une unité de 4. Vous pouvez profiter de certaines relances, mais aussi de l'explosion des 6 non modifiés pour toucher, ajoutant des touches additionnelles. De même, si vous jouez le trait Born Heroes, vous profiterez du +1 pour toucher. Si vous êtes en doctrine d'assaut, vous bénéficierez du bonus de -1 à la PA, la passant à -3, réduisant ainsi les sauvegardes les plus lourdes alors invulnérables. La force 5 est d'ailleurs très intéressante. Avec un bonus de +1 pour blesser, vous pourrez passer les plus grandes caractéristiques d'endurance sans trop de soucis, que ce soit grâce à la litanie exhortation à la rage ou le stratagème Savage Strike. En fonction de la situation et de votre réserve en point de commandement, vous avez la possibilité d'utiliser le stratagème Pack Hunter pour 2 points de commandement. Durant la phase de charge, vous pourrez cibler une unité ennemie, portée d'engagement d'une unité Space Wolf, ce qui vous permettra de charger avec 3d6 en gardant les 2 meilleurs, tout en obtenant une relance complète des jets pour blesser sur vos attaques de monture contre l'unité ennemie ciblée. Je n'ai encore jamais eu l'occasion d'utiliser ce stratagème, mais il permet d'augmenter votre impact lorsque vous avez besoin de détruire une unité ennemie en particulier, car les 2 bonus s'appliquent à toutes les unités de Thunderwolf cavalerie de la liste contre l'unité ennemie ciblée. Il vous faudra séquencer votre phase de charge pour en réussir une, puis utiliser ce stratagème. Passons maintenant au choix de transport. Tout simplement 2 unités de Land Speeder Storm afin de fournir la projection nécessaire aux unités de scout pour la réalisation des différents objectifs primaires et secondaires. Il ne faut pas sous-estimer une autre option de jeu qu'offre ce transporteur. Il y a le stratagème Shock and Awe pour 1 point de commandement. Lorsque votre Land Speeder Storm est sélectionné pour tirer, vous pouvez sélectionner une unité ennemie à 6 pouces. Elle ne pourra pas Overwatch ou Set to Defend et subira un malus de -1 pour toucher, aussi bien sur ses attaques à distance que de mêlée. J'ajouterai une petite précision. Puisque vous devez être sélectionné pour tirer, vous devez être en capacité de tirer. Donc si vous avez avancé, vous ne pourrez pas tirer avec des armes lourdes, dont le véhicule est entièrement équipé. Finissons maintenant avec les choix de soutien. Dans un premier temps, nous avons 2 unités de long croc, composées de 6 figurines. Les pack leaders sont équipés d'un gantelet énergétique et d'un lance-flamme, celui-ci permettant d'overwatch facilement contre des unités légères comme les joueurs harlequins, et le gantelet énergétique car on ne peut pas mettre de marteau. Au niveau des armes lourdes, dans chaque unité, il y a 2 canons gravitons, apportant de la saturation anti-infanterie lourde, et 2 canons laser, car je me disais qu'au moins j'aurais une solution pour faire réfléchir un adversaire à Stramilitarum jouant un Rogue Eldorn. N'oublions pas, bien entendu, le chérubin pour doubler le tir d'une arme en fonction de la situation. Enfin, comme pour les Skyclaw, nous pouvons ajouter un garde-loup, soit en armure classique ou en armure Terminator. Bien entendu, nous avons utilisé la version Terminator pour plusieurs raisons. La première est la possibilité de l'équiper d'un lance-missile Cyclone, très utile pour sa polyvalence entre missiles anti-char ou infanterie légère, et la possibilité de doubler son tir avec le chérubin. La seconde utilité, c'est de l'équiper d'un marteau et bouclier. Ayant une sauvegarde d'armure de 2+, vous passez à 1+. Et si vous profitez du couvert léger, vous passez en sauvegarde de 0+, vous permettant d'encaisser jusqu'à des PA-2 en restant sur votre sauvegarde à 2+. Très pratique pour la survie de l'unité. Il faudra simplement savoir jongler parfaitement sur la répartition de vos sauvegardes, car n'oubliez pas que si vous commencez à faire vos sauvegardes sur votre armure Terminator, sur la même séquence, vous ne pourrez pas changer. Donc vous devrez faire très attention à cela. Généralement, bien que ce soit dans l'infanterie en armes lourdes, vous pourrez trouver cela peu performant de toujours subir le malus de -1 pour toucher, pour avoir bougé avec une arme lourde. Et cela, c'est sans savoir que nous avons l'un des stratagèmes les plus puissants du jeu. C'est en s'aiguiser pour 1 point de commandement. Durant la phase de tir, vous pouvez sélectionner une unité d'infanterie, motard ou cavalerie. Jusqu'à la fin du tour, vous ignorez tout ou en partie des modificateurs à la caractéristique de capacité de tir et de combat, ainsi que pour vos jets de touche et de charge. Il y a tellement de manières différentes d'utiliser ce stratagème. Ici, nous pourrons l'utiliser pour notre unité de long croc.
afin de ne pas subir tous les malus pour tirer avec nos armes lourdes, mais tout en profitant du bonus de +1 pour toucher de la règle du signum conférée par le sergent, afin d'avoir une figurine pouvant toucher à 2+. Outre cette utilisation très classique, vous avez aussi la possibilité de l'utiliser pour éviter des malus sur votre jet de charge, que ce soit dû au terrain et ou une capacité adverse. Nous le verrons plus tard, mais il y a une troisième utilisation très intéressante qui en surprendra plus d'un. Oui, je vous tease. Enfin, pour finir avec la liste, nous avons une unité de 3 éliminators, dont 2 sont en fusil laser de force 8 et à -3 dégâts 3, et le pack leader en instigateur bolt carabine. Si vous n'aimez pas les fusils laser, n'hésitez pas à garder leurs armes classiques qui restent très performantes. L'important dans l'unité, c'est d'avoir l'instigator bolt carabine sur le sergent, car celle-ci vous permettra de faire un double déplacement, que vous pourrez utiliser de plusieurs manières. La première, toute simple, vous déplacez une première fois pour prendre une ligne de vue, tirer, puis vous replacez hors ligne de vue de votre adversaire. La seconde consiste à valider certains objectifs secondaires, comme Engage on all front ou Behind enemy line, car l'unité est capable de s'infiltrer. La troisième utilisation consiste à forcer une charge, car vous pouvez charger après avoir fait votre double mouvement, du moment que vous n'avez pas avancé sur le premier, validant l'objectif Space Wolf Warrior Pride, fierté du guerrier, ou tout simplement pour forcer votre adversaire à utiliser son stratagème Overwatch sur l'unité d'Eliminator pour éviter qu'elle n'arrive à portée d'engagement et permettre aux autres unités de votre armée de pouvoir charger tranquillement. En plus de ces options de jeu, avec le stratagème Tan of the Retenue, Tan de la suite en français je crois, vous permettant de mettre certains équipements spéciaux sur le sergent ou pack leader de l'unité. Et parmi ces équipements spéciaux, nous avons la bolt en dents de Morkai utilisable avec une arme à bolt. C'est d'ailleurs pour cela que j'ai insisté sur l'arme du sergent, car c'est une arme à bolt. De plus, étant une arme d'assaut, vous pouvez avancer et tirer. Si vous réussissez votre jet de touche, la séquence s'arrête, ce qui signifie que vous n'infligez pas de dégâts. Et vous marquez l'unité ennemie, permettant ainsi aux unités de votre armée de profiter d'une relance des 1 pour blesser aussi bien au tir qu'en mêlée. De quoi fiabiliser vos unités de long croc et toutes vos unités de mêlée. D'ailleurs, je vous conseille de faire tirer votre sergent éliminator en premier, puis vos fusils laser, afin qu'il bénéficie de la relance des 1. Maintenant que j'ai expliqué en détail la liste que j'ai jouée durant la première édition du tournoi TTS, parlons des adversaires que j'ai rencontrés. En première ronde, j'affronte Vez Viper, un joueur belge que j'ai rencontré à l'époque où j'avais le temps de stream le matin, sur des parties amicales. J'étais surpris de le voir jouer Thousand Suns, car je l'ai connu en Custodes. Avant l'annonce de la ronde, je sortais de parties d'entraînement contre Tyrannide et Inari, ainsi qu'Aeldari. À la suite de cette partie contre Vez Viper, que je déciderai de passer le trip Born Heroes en Warded, mais je devais attendre la fin de la ronde 2 pour cela. J'épinglerai les listes en commentaire, donc je serai très bref sur les listes de mes adversaires. Vez Viper joue en culte de la duplicité, pour le pouvoir psychique lui permettant de téléporter une de ses unités. Donc je dois conserver ma capacité à faire écran pour empêcher des téléportations trop simples. Merci les infiltrators. Dans sa liste, il y a un sorcier exalté, Harryman sur disque, ainsi qu'un maître infernal, une unité de 7 rubriques lance-flamme warp et 4 unités de 5 rubriques, 2 unités de 10 Terminator Scarab occulte et enfin un rejeton du chaos. D'ailleurs, nous jouons la mission 11, Recover the Relic, sur la table 4 du layout WTC. Bien que la table soit assez chargée en décor, sa capacité à se téléporter lui permet tout de même de prendre des lignes de vue assez facilement. Donc je ne peux pas complètement compter sur les ruines pour bloquer des lignes de vue. C'est le seul scénario avec 6 objectifs, où il suffit de garder un objectif pour marquer 4 points, 2 pour 8 et plus que l'adversaire pour chercher les 12 points. Donc théoriquement, il est trop difficile d'empêcher l'adversaire de faire moins de 8 points de primaire. Et le primaire bis consiste à détruire une unité pour faire 1 point jusqu'à un maximum de 3 points par tour. En termes d'objectifs secondaires, je pars sur Warrior Pride, qui pourrait être un 15 points mais plus souvent un 12. Les bannières sont intéressantes car on maintiendra facilement 2 objectifs à minima pour faire les 8 points de primaire, ce qui signifie que l'on aura 2 bannières, fournissant théoriquement au minimum 10 points dessus. Ensuite, j'ai fait l'idiotie de prendre Codex Warfare. Je ne sais pas pourquoi, je me suis dit que si mon adversaire joue agressif, je devrais pouvoir faire pas mal de points dessus. Alors que mentalement, je partais sur une partie défensive, avec pour espoir d'être second joueur pour maximiser Oaths of Moment. Mais je prends ce Codex Warfare tout pourri. Je m'en suis vraiment voulu, d'autant plus que je fais un déploiement défensif en reculant mes Thunderwolf cavalerie, bref, complètement illogique. J'ai ronchonné après moi toute la partie. Mon adversaire prend en objectif secondaire les bannières, logique, nos prisonneurs, car ma liste en donne 15, et même si on pouvait dépasser les 15, j'en donnerais 16 au total, donc très logique aussi. Puis Mutate Landscape, qui est discutable, car effectivement, nous sommes sur un scénario à 6 objectifs.
objectif, donc cela est intéressant pour le maximiser. Mais cela demande de réaliser une action, ce qui signifie qu'il va devoir réfléchir à faire sa bannière ou son Mutate Landscape, potentiellement investir 2 ressources pour pouvoir faire les 2 actions sur un même objectif, alors que Sorcerous Prowess aurait été plus performant et plus simple à réaliser. De plus, il se combine parfaitement avec nos prisonneurs. En termes de déploiement, je fais l'erreur de me déployer de manière défensive en reculant mes Thunderwolf, comme je l'ai déjà dit, car je n'ai pas le trait Warded. Donc j'ai une certaine crainte des blessures mortelles que je pourrais subir si je n'ai pas le premier tour. Mais en réfléchissant mieux, vu que le match-up est défavorable, je dois espérer avoir le tour 1 et être très agressif rapidement pour prendre mon adversaire de vitesse. Avec le pouvoir messager de la tempête, j'ai pu encaisser correctement les phases de tir. De plus, dès que je contacte ces unités en mêlée, entre les Fight Last et le stratagème Empereur Exécutionnaire, pour relancer les jets pour toucher et blesser, j'ai de quoi gérer chacune de ces menaces du moment que je réussis mon jet de charge. Finalement, avec un mauvais choix de secondaire et un déploiement trop défensif, on finit sur un 87 à 74, soit une victoire en la faveur de Vesviper 12 à 8. Pour ce qui est de la seconde ronde, je devais affronter un joueur Iron Hands, la liste en commentaire épinglée. Et mon adversaire n'a pu être disponible à cause d'impératifs personnels, ce qui est normal. Ce qui m'offre en conséquence une victoire minimale. Sachant que les résultats 11 à 9 sont considérés comme des égalités, je gagne 12 à 8. C'est dommage car j'étais très curieux de jouer cette partie, bien que je mette l'Iron Hands favorable. Certes, je suis plus mobile que lui, et une fois que je commence à cliquer certaines de ses unités, cela devient très difficile pour lui de gérer tout ça. Mais inversement, il peut mettre une pression assez folle dès le tour 1, et s'il me met suffisamment mal, cela est impossible pour moi de remonter. Allez, passons à la 3e ronde. Maintenant que la ronde 2 est passée, je joue la liste que je vous ai présentée plus tôt avec le trait Warded. Une fois ma liste validée, je découvre mon prochain adversaire de la ronde 3. Et la situation me fait sourire, car j'affronte Kael, jouant Thousand Suns. Je souris et je me dis que c'est la situation parfaite pour éprouver mon choix sur le trait Warded, et que le hasard fait bien les choses. Mon adversaire joue évidemment au culte de la duplicité, avec Ahriman, un maître infernal, un sorcier exalté, 3 unités de 5 rubriques avec canon Soul Reaper et unité de 5 rubriques en lance-flamme, 2 unités de Terminator, une de 10 et l'autre de 5 avec tous les équipements habituels. Il y a un chaman Sangor et son primarque Magnus le Rouge. Nous jouons sur le scénario 13, Datascry Salvage, sur la table 2 du WTC. Ok, donc on doit contrôler les objectifs et celui de la zone de déploiement, pour lancer l'action du scénario et faire 1 point par objectif que l'on contrôle dans le No Man's Land avec un maximum de 3 points. Pour le primaire, il faut contrôler 2 objectifs pour faire 4 points, 3 pour 8 et plus que son adversaire pour 12. Niveau objectif secondaire, je ne fais pas la même erreur qu'à ma première ronde. Je pars sur bannière, car c'est un scénario à 6 objectifs, Warrior Pride et Oaths of Moment. Du côté de mon adversaire, il prend Sorcerous Prowess, ça semble meilleur que Mutate Landscape, Warp Ritual, jouant un Shaman Sangor et ses points de cabale pouvant m'empêcher de deny un test psychique, ça semble plutôt bien. Et en 3e, les bannières. Je fais un déploiement agressif en espérant obtenir le tour 1, afin de mettre la pression à mon adversaire le plus tôt possible, pour maintenir un contrôle sur le primaire, car ses objectifs secondaires seront plus faciles à réaliser que les miens. Sachant que j'ai des infiltrateurs pouvant grandement limiter les téléportations, je décide d'utiliser l'une de mes unités de troupes pour se positionner dans une diagonale, limitant les lignes de vue adverses dessus avec l'anti-téléportation de 12 pouces, afin d'englober totalement un objectif dans le No Man's Land. Ce type d'opération a pour but de garder l'avantage au score primaire et réduisant son gain de points sur l'action du scénario. Les grandes actions durant la partie seront le déploiement de cette seconde unité d'infiltrateur qui lui posera des problèmes pour rivaliser contre moi sur le primaire, car il fera tour 2 4 points, tour 3 8, tour 4 4 points et 0 sur le dernier tour, ce qui ne l'empêchera pas d'accumuler 7 points sur l'action du scénario. De mon côté, je ferai 12 points, 2 x 8 et 4 points sur le dernier tour, en plus de 4 points sur l'action du scénario. D'ailleurs, j'ai oublié de le faire sur 1 ou 2 tours de mémoire, mais cela n'aurait pas vraiment fait de différence sur le score final. Je ne pourrai jamais l'empêcher de réaliser son Ritual Warp, car il utilisera toujours ses points de cabale pour le valider, préférant du coup me concentrer sur le deny de son pouvoir lui permettant de faire un second déplacement, Temporal Surge, qui me permettra de tuer son Shaman Sangor. Mais à ce moment-là, il aura déjà validé 2 fois son Ritual Warp sur 3, ce qui l'obligera bien entendu d'envoyer un de ses autres personnages pour réaliser une dernière fois cette action. Grâce à mon trait Warded, j'arrive à limiter grandement sa létalité sur les blessures mortelles, et mon pouvoir Messager de la Tempête passe sans être deny, limitant sa létalité durant la phase de tir, ce qui l'obligera à faire une charge avec son unité de 10 Terminator pour détruire une unité de Thunderwolf, afin de ne pas être impacté par celle-ci durant mon prochain tour. Mais cela me permet de concentrer une partie de mon armée
dessus, car depuis le début de la partie, il jouait Magnus de manière défensive, ce qui m'a permis de positionner l'une de mes unités de scout et son Landspeeder Storm à deux endroits qui l'empêchaient de positionner son Primarch pour me laisser le temps de gérer son unité de Determinator, en validant ma saga du chasseur afin de fournir à tous mes Skyclaw au prochain tour la possibilité d'avancer charge. Une fois les Terminators gérés, il va avoir la possibilité de concentrer une grosse phase psychique pour essayer de sortir mon maître de chapitre, car il arrive à détruire les quelques unités qui protégeaient mon personnage. Mais grâce à Warded, il survit avec un point de vie. Durant la phase de tir entre l'armure de Russ, le bouclier et le couvert léger fourni par Messager de la Tempête, il n'arrivera pas à le faire tomber. Ce qui me permet, durant mon prochain tour, de détruire Magnus en combinant les tirs de fuseur, la relance des 1 pour blesser de la Bolt en dents de Morcaille, très appréciable d'ailleurs à ce moment-là. La surprise viendra du fait que je tue Magnus avec mes fuseurs, ce qui m'empêchera de réaliser mon objectif Warrior Pride durant ce tour, me limitant ainsi à 9 points dessus au lieu des 12 prévus. Mais Loncro s'installe dans la petite ruine du centre de la table et commence à détruire les unités de rubrique. Mon adversaire finira par détruire mon Psyker et mon maître de chapitre. Mais il me reste suffisamment de ressources pour garder ma supériorité sur le champ de bataille. On termine sur un résultat 84 à 68 en ma faveur, soit un 13-7 en format WTC. Je pense que le tour 1 était assez bénéfique pour moi, mais mon adversaire aurait dû être plus agressif avec Magnus, car en le jouant défensif, cela m'a laissé le temps de me positionner pour le bloquer un certain temps. Cela reste des décisions assez difficiles à prendre, car il a moins le droit à l'erreur, vu qu'il possède moins de ressources que moi, donc la moindre perte peut lui être fatale. S'il perdait Magnus et ses 10 Terminators dans un même tour, ma victoire aurait pu être beaucoup plus violente, donc c'est assez compréhensif de l'avoir joué de cette manière. Dans tous les cas, la partie fut agréable à jouer avec un adversaire très cool. Passons à la dernière ronde de cette première édition du tournoi TTS. Maintenant que les 3 scénarios à 6 objectifs sont passés, ce sera forcément un scénario à 5 objectifs. Cette dernière partie aura lieu sur le scénario 12, Teardowns et Raikon, plus vulgairement appelé la mission des bombes, sur la table 5 du WTC. Il a 2 commandeurs Crisis, un éthéré et Long Strike. 2 unités de Crisis armées jusqu'aux dents, 3 unités de 4 chiens croûtes et 2 Hammerhead. En voyant la liste clairement, je suis perdant. Et je vois le 20-0 me pendre au bout du nez. Comme toujours, ayant les Space Wolf en armée de cœur, on n'a pas vraiment peur des défis de cette envergure. Mon objectif est de ne pas prendre plus qu'un 18-2 ou 17-3. Car je sais de base que ces 2 unités de Crisis signeront les malus à la touche via ses commandeurs Crisis. Il n'a pas d'unité non plus avec objectif sécurisé, donc mon plan sera de l'embêter un maximum sur le primaire et de le ralentir le plus possible sur ses secondaires, car il prendra Decisive Action, que je ne pourrai pas vraiment contrer car c'est une domination qu'il maximisera à 12. Un objectif qu'il peut débuter d'ailleurs à partir du tour 3 en jouant Koyon, car la stratégie tôt actuelle étant de taper avant de poser des questions. Donc il va chercher à me détruire avant de marquer ses points. La partie consistera à une sorte de jeu du chat et de la souris, où je devrais conserver mes ressources principales le plus longtemps possible afin de lui bondir dessus. Ensuite, il prendra nos prisonneurs. Normal, il veut me faire cracher les crocs avant de marquer ses points, alors pourquoi pas en gagner tout en détruisant mes unités? Choix très logique. Quant au dernier, ce sera Aerospace Targeting Relay. Il n'a pas beaucoup d'unités pouvant le scorer facilement. C'est donc sur cet objectif que je vais devoir appuyer pour réduire le différentiel de points. De mon côté, je reste sur un trio qui marchait bien jusque-là. Warrior Pride, Bannière et Oaths of Moment. À chaque tour, je suis obligé de sacrifier beaucoup de choses pour réussir mes actions, ce qui lui permettra de maintenir un primaire très correct pour s'envoler sur les 2 derniers tours. J'ai eu le premier tour, ce qui limitera mon score sur Oaths of Moment. Dans le cas contraire, je pouvais faire entre 10 et 14 points dans l'absolu. En détruisant ces unités tentant de faire les relais, je le limite à 2 points dessus, bien que sa liste soit très mal adaptée pour valider cet objectif. Donc s'il avait pris un autre, plus adéquat, et si j'avais pris nos prisonneurs à la place d'Oaths of Moment, on aurait sans doute une victoire 17-3, mais la partie se termine sur un 15-5. Avant cette partie, je commençais à douter fortement des Skyclaw, à savoir si j'allais les virer pour mettre plus d'élite dans la liste. Mais vu leur capacité à détruire des Crisis en combat, en plus de leurs quelques tirs de fuseurs trop efficaces contre Magnus, je dois bien avouer qu'ils sont excellents. Bref, ce fut un tournoi organisé et géré de main de maître par nos admins du serveur Discord TTS 40K OS France. Bravo et merci pour tout votre travail. Sans oublier les arbitres de la FEC qui régulièrement répondent aux questions de règles des membres du serveur. Et bien entendu, merci à tous les participants. Cette première édition a regroupé 62 joueurs et je vous spoil d'avance, la seconde édition regroupe 110 joueurs. Avant de passer à cette seconde édition et la liste que je joue, voici les quelques modifications effectuées sur la liste depuis la fin de ce tournoi. En QG, nous retrouvons exactement les mêmes personnages, de même pour les troupes. En élite, 2 unités de Wolfen avec 4 marteaux et boucliers ainsi que des autolanceurs Stormfrag car ils sont devenus gratuits. C'est une unité qui offre énormément de choses.
une aura de relance des charges à 6 pouces, 12 pouces pour les Skyclaw. S'ils n'ont pas été activés en phase de combat avant de mourir, vous pouvez les activer avant de retirer les figurines, ce qui permet d'anti-trade contre certaines listes. D'ailleurs, ils sont toujours considérés en doctrine d'assaut et comptent toujours comme ayant chargé pour ce qui est de la règle choc assaut, ce qui leur permet d'être en permanence à 4 attaques de marteau et 6 de griffes pour le chef d'unité. Puisqu'ils ont une force 5 native, en leur donnant les marteaux, vous blessez avec une force de 10. Combiné au stratagème Savage Strike et profitant de la relance des 1 via la bolt en dents de Morcaille, vous pourrez détruire n'importe quelle unité adverse. Bien que l'unité ne soit pas corps, contre certaines armées, ils pourront bénéficier des stratagèmes de relance des touches contre les hérétiques Astartes et des blessures en plus contre les Thousand Sons. Si vous voulez vous amuser à regarder ce que donne une unité de Wolfen contre une unité de 10 Terminator Thousand Sons, vous serez très surpris du résultat. Oui, une unité de 5 Wolfen à 145 points est capable de détruire en mêlée 10 Terminator Thousand Sons. Je vous laisse vous essayer chez vous. Du côté des attaques rapides, on garde les 3 unités de Skyclaw équipées de la même manière. Par contre, sur les 3 unités de Thunderwolf, on en supprime une, et on glisse un petit Cyberwolf. Très utile pour faire écran aux téléportations en tout genre, tenir un objectif, ou valider les objectifs Oaths of Moment et Warrior Pride. Car oui, il est Adeptus Astartes et bien sûr Space Wolf. Côté soutien, on garde l'unité d'Eliminator telle quelle. Pour les longs crocs, on remplace les 2 canons laser par 2 canons gravitons. On vire la seconde unité de long croc pour mettre une unité de Desolation Squad en super frag. C'est une unité intéressante pour gérer certains match-up. Car via le stratagème Kinsense, vous pouvez ignorer les modifications de capacité de tir lorsque vous tirez hors ligne de vue, permettant d'avoir une unité qui touche à 3+, et 2+, sur la figurine profitant du Signum, sans compter les capacités de relance possibles. Grâce à ce seul stratagème, cela fait de l'unité de Desolation Squad une entrée automatique dans la liste. Cela permet de gérer les listes de horde assez facilement et limiter grandement les armées de trade ou tout simplement pour détruire des unités de mortier, de l'Astra Militarum, voire des Kasserkin n'étant pas transportées ou en réserve. Pour finir avec la liste, une unité de troupes n'occupant pas d'emplacement dans la liste, une unité de 5 Voigtmen at Arm, pour garder l'objectif dans votre zone de déploiement et complétant parfaitement les infiltrateurs pour créer un grand écran contre les téléportations. Bien entendu, pour cette liste, on garde le trait Warded pour profiter de l'insensible 5+, contre les blessures mortelles. Maintenant que je vous ai débriefé cette première édition, avec la modification de la liste qui en résulte, regardons la liste que je joue pour la seconde édition. Pour finir cette V9, j'ai voulu jouer une liste Space Wolf très atypique, en suivant le principe d'une liste que l'on retrouve dans un épisode top list. Je vous mets le lien de cet épisode en description pour plus de détails. Je suis resté en chapitre successeur Space Wolf, mais aucune obligation de rester Red Scorpion, car je n'utilise aucun personnage de ce chapitre. Pour les traits, je suis resté sur le tourbillon de rage, que je trouve obligatoire lorsque l'on joue Space Wolf. Pour ce qui est du second trait, le principe de la liste tourne autour d'Avid de combat, donnant un bonus de +1 à l'avance et charge. Donc nous pouvons commencer la construction de cette liste, avec Robout Guilliman. Comment ça vous êtes surpris? Eh bien vous ne serez pas les premiers à me le dire. Lorsque j'ai publié ma liste, vous n'imaginez pas le nombre de personnes qui m'ont envoyé des messages en étant surpris de ce choix. Mais laissez-moi vous expliquer, et ensuite vous pourrez forger votre avis. D'ailleurs, pour les plus sceptiques, vous pouvez voir les différentes rediffusions de mes parties du tournoi TTS sur cette chaîne YouTube, dans la playlist Tournoi TTS seconde édition. Alors le Mister Robout, le pourquoi du comment. Dans un premier temps, la fac du Chapter Approved Arc of Omen nous permet d'inclure un Primarch Adeptus Astartes, sans annuler nos bonus. Et cela tombe bien car Robout est un Primarch Astartes, et contrairement au Lion, la Belle au Bois dormant, il apporte beaucoup plus de soutien au reste de l'armée. Dans un second temps, vous devez le prendre en tant que seigneur de guerre et vous êtes obligé de payer un point de commandement pour son trait que vous n'utiliserez jamais, car Robout n'est ni infanterie ni motard, et en tant que personnage, il est déjà éligible pour faire une intervention héroïque. Oui, c'est une arnaque, mais bon, il est présent dans la liste, c'est peut-être parce qu'il le vaut bien. Bref, oui, il vous oblige à le prendre en tant que seigneur de guerre et vous consomme un point de commandement. Mais il vous rembourse 3 points de commandement, soit une plus-value de 2. 3 moins 1 égale 2. L'autre point faible, c'est que vous ne pourrez pas utiliser les stratagèmes trophées décernés et guerriers de légende, car votre seigneur de guerre n'est pas Space Wolf, donc il sera limité aux reliques Space Marine et aux équipements spéciaux Space Wolf. Maintenant, regardons ce qu'il offre comme bonus à l'armée. La principale, c'est son aura de 12 pouces, Master of Battle, donnant +1 à l'advance et charge, se cumulant directement avec notre trait Avide de combat, permettant à toutes les unités Imperium, donc toutes les unités Space Wolf, d'avoir +2 à l'avance et charge, en permanence. Ce n'est pas tout, car toutes vos unités Imperium bénéficient d'une relance des 1 pour toucher, pratique lorsque l'on joue des Wolfen, car étant des unités non bases, normalement vous ne bénéficiez d'aucune relance, en dehors de stratagèmes très spécifiques. Et tant qu'ils sont dans l'aura de Robout, ils pourront relancer les 1 pour toucher, car c'est une unité Imperium. Sachant que les Wolfen sont toujours en doctrine d'assaut, eh bien vous fiabilisez
utiliser énormément leurs 16 attaques de marteau de force 10, dégâts 3. Cela fonctionne même avec les unités Agents of Imperium car ils auront le mot-clé Imperium. Oui, j'ai pas compté mais j'ai souvent dit Imperium. Pour finir avec cette capacité, il vous permet de relancer votre test de morale, assez sympathique, pour vous aider à marquer vos points de victoire sur Oaths of Moment, car celui-ci vous demande de ne pas désengager ni de rater de test de morale pour marquer un point de victoire. Donc pour résumer, tant que vous êtes à 12 pouces de reboot, vous avez plus de advance et charge, une relance des 1 pour toucher et la relance des tests de morale. Pour le reste de ses capacités, elle tourne autour de la résilience et la létalité de reboot. Car étant le seul Ultramarines, son aura 13e Primarch ne pourra sélectionner que lui, car vous n'avez pas d'autres unités base ou personnages ultramarines. Cela donnera une relance complète des jets pour toucher, ainsi qu'une relance des 1 pour blesser. Prévenez votre adversaire qu'il se cible lui-même tous les tours, car il n'a que lui à cibler de toute manière. Sa dernière capacité est Armor of Fate, lui conférant une invulnérable 3+, sachant qu'il a une sauvegarde d'armure de 2+, et la première fois qu'il est détruit sur 4+, il pourra se relever avec des 6 points de vie restants. En termes de mobilité, il bouge de 8 pouces, autant que les Wolfen, et profite de sa propre aura de +1 à l'advance et charge, mais contrairement aux unités Space Wolf, il ne cumule pas le trait à vide de combat. Maintenant que j'ai clarifié l'intégration de reboot, passons au QG. On commence par un archiviste, un rune priest, car en ayant reboot Gilliman, il est impossible d'utiliser le stratagème trophée décerné, donc on ne pourra pas compter sur l'armure de Russ. Ce qui signifie que notre dernière source de combattre en dernier, en dehors des choix Space Marine classiques, est notre pouvoir psychique Ouragan Meurtrier, qui possède la particularité d'empêcher l'unité adverse d'Overwatch, sauf si elle se trouve parfaitement ou complètement dans un élément de terrain. Et dans tous les cas, elle subira le combattre en dernier. En second pouvoir, puisque toute l'armée pourra avance et charger à +2, c'est assez probable qu'une unité de Thunderwolf arrive à charger au tour 1. Donc j'ai pris Instinct éveillé pour passer cette unité en doctrine d'assaut pour lui fournir un maximum d'impact. Pour le reste, le personnage est équipé d'une hache de force, d'un combifuseur et de la relique Armure d'Indomitus, afin qu'il soit plus résilient. Ah, j'oubliais aussi, il a le trait Rite of War, afin de fournir l'objectif sécurisé autour de lui pour les unités bases et personnages au Space Wolf. En second choix, j'ai pris un Chaplain Primaris à moto, amélioré en maître de la sainteté, la relique Vox et Spiritum afin d'augmenter à 9 pouces la portée de ses auras au lieu de 6, et le trait Orateur avisé pour réussir ses litanies sur 2+, au lieu de 3+. Pour ce qui est des litanies, en plus de celle de la haine, donnant une relance des jets pour toucher aux unités bases et personnages, il a la litanie de la foi, afin de donner une insensible 5+ contre les blessures mortelles. Car lorsque j'ai joué le trait Warded au premier tournoi, il avait bien fonctionné, et dans un tournoi en solo, il faut être plus flexible par rapport à certaines listes des tournois en équipe. Pour la dernière litanie, j'ai fait le choix du catéchisme de feu. Oui, ça peut être étonnant, mais vu qu'il donne un +1 pour blesser au tir contre l'unité éligible ennemie la plus proche, puisque la liste possède un total de 18 armes à fusion, cela aidera à fiabiliser les dégâts contre des unités résilientes comme une forteresse Hécaton ou un tank Rogaldorn. Bien entendu, c'est une litanie situationnelle, car de toute manière, nous jouons principalement sur les deux précédentes. Du côté des troupes, il y a toujours les 2 unités d'infiltrateurs en gantelet Helix. C'est quelque chose d'ailleurs qui ne change pas dans la majorité des listes Space Marine. Nous retrouvons régulièrement ces 2 unités. En attaque rapide, rien n'a changé. 3 unités de 4 Thunderwolf cavalerie avec 3 griffes, 1 marteau et 4 boucliers, ainsi que 3 unités de 6 Caïclos avec le garde-loup en marteau combifuseur, les 3 fuseurs dans l'unité et un gantelet énergétique sur le pack leader. Du côté des élites, 2 unités de 5 Wolfen en marteau-bouclier et leur lanceur Stormfrag, ainsi qu'une unité de 5 garde-loups en réacteur dorsal avec 5 combifuseurs, 3 gantelets énergétiques et 2 marteaux. C'est une unité pouvant générer beaucoup de dégâts, car l'armée possède beaucoup d'attaques de saturation, entre les Thunderwolf et les Skyclaw. Et pour finir avec la liste, en no slot, une unité de 5 Voidments at Arm pour tenir l'objectif dans la zone de déploiement et compléter les 2 unités d'infiltrateurs en faisant écran aux téléportations adverses. Pour la première ronde du tournoi, j'affronte une liste Démon du Chaos jouée par Sowa, composée d'un tourmenteur en char tracker, un falsificateur, une séductrice infernale, un Tistrance, 5 unités de 10 démonettes, une unité de 10 sanguinaires, une unité de 3 Nurglings, 3 unités de 5 charnels, un incendiaire exalté et 3 unités de flammeurs, 2 unités de 5 et une de 4. Oui, ça fait beaucoup. Vous aurez les listes d'ailleurs en détail dans les commentaires en épinglé. La mission sera la 23, The Scouring sur la table 5 du WTC. Lorsque j'ai étudié sa liste, la mission, les secondaires que l'on pourrait prendre et mon déploiement, je savais que je devais être très agressif, ce qui tombe bien, car ma liste tourne autour de la projection et la létalité que peuvent développer mes unités. Vu les déploiements possibles, en dehors de ces incendiaires, rien ne pouvait m'impacter tour 1, car il n'a pas d'avantage
avancée charge, donc s'il avançait toute son armée, je pourrais contre-attaquer et lui faire terriblement mal. D'autant plus qu'il n'a pas de Fight First natif, ce que je trouve assez bizarre en termes de conception, puisque, historiquement, c'est une capacité souvent affiliée à Slaanesh. Mais bon, j'ai envie de dire tant mieux pour moi. Par contre, si j'ai le tour 1, je peux le contraindre chez lui et l'attaquer sur le primaire. Au niveau de ses secondaires, je savais qu'il partait à minima sur Reality Rebels. Il pourra scorer de toute manière à 15 points, peu importe la stratégie employée. Il aurait No Prisoner car je donne 14 et avec le bonus de plus 2, il serait à 15. Pour le troisième, il avait pas mal de choix, que ce soit Bannière ou Despoiled Ground. De mon côté, puisqu'il joue une unité de Nurgling, il va forcément l'infiltrer et potentiellement me permettre de chercher les 15 points sur Warrior Pride. Le second sera Oaths of Moment, car Reboot étant Adeptus Astartes, il pourra aussi le scorer. D'ailleurs, si je contrôle l'objectif du centre, je peux me projeter un peu partout. De plus, je ne suis pas certain de lui gérer les 3 packs de charnel, car il peut cumuler une insensible 5+ générique à l'invulnérable démoniaque 5+ en mêlée ou 4+ au tir. En fonction de quel côté seront les dés, il est possible que je rebondisse dessus. C'est pour cela que j'ai préféré rester sur Oaths of Moment plutôt que No Prisoner. En dernier objectif, je suis un peu plus contraint car je n'ai pas vraiment d'objectif facile contrairement à mon adversaire. Donc je sais qu'il faudra que je prenne quelque chose de passif qui se score pas trop mal. Puisque je pars sur Oaths of Moment, le maintien de l'objectif du milieu du champ de bataille sera très important, car je dois pouvoir le battre sur le primaire, ce qui signifie que je contrôlerai 3 objectifs. C'est pour cela que je pars sur les bannières. Bien entendu, je pourrais partir sur Warp Ritual, mais vu la mobilité et la létalité de la liste adverse, je sais que je vais avoir grandement besoin de mon pouvoir ouragan meurtrier. Donc je pars sur Oaths of Moment, Warrior Pride et les bannières. Sachant que mon adversaire possède une meilleure capacité pour marquer ses points de victoire sur ses secondaires, je dois dominer le primaire. Pour une fois, avoir le premier tour ne serait pas un avantage si important. Serait-il bénéfique? Certainement. Bref, nous jetons les dés et j'obtiens le premier tour. Je valide Warrior Pride sur l'unité de Nurgling comme prévu et je m'installe au milieu du champ de bataille pour Oaths of Moment. Et je maintiens le contrôle sur le marqueur objectif, tout en me tassant derrière la petite ruine du milieu avec mes unités de Skyclaw afin de préparer une agression le tour suivant s'il approche de trop près. Mon adversaire fait assez attention que je ne puisse pas gratuitement détruire ces flammeurs qui sont destructeurs contre moi. Et d'ailleurs, c'est sa seule véritable solution contre mes Wulfen. De mon côté, j'essaie de contacter en mêlée le plus d'unités de flammeurs qu'il est possible de faire afin de limiter son impact durant la phase de tir, l'obligeant à devoir désengager s'il souhaite tirer sur mes unités au contact. Je domine le primaire sur les 4 tours en mettant 12 points. Lui peinera au premier tour en faisant 4 points, puis il remonte sur le tour 3 et 4 à 8 points, et en tant que second joueur, il mettra les 12 points, qui est assez classique sur cette V9. Finalement, je vais réussir à gérer toutes ces troupes et charnel, dont la première unité qui sera détruite par le pack leader Thunderwolf, survivant à coup de marteau. La chose improbable. Au cas où, j'avais mis l'unité en doctrine d'assaut et dans l'aura du chapelain pour la relance des touches, ce qui permet de faire quelques 6 explosifs. Derrière, mon adversaire fait un très mauvais jet d'invulnérable et d'insensible, et qui fait qu'il reste 2 charnels en vie. Malheureusement pour lui, il ratera son test de morale et son jet d'attrition, ce qui fait que l'unité est entièrement détruite. Bravo mon toutou. À chaque tour, on se répond coup pour coup. Le +2 à l'avancée charge, la relance D1 pour toucher sur les Wulfen, met une pression très forte sur mon adversaire, mais il arrive à répondre grâce au surnombre et sa mobilité ainsi que sa létalité. Ayant moins d'unités que lui, mes ressources se réduisent plus rapidement. Il finit par reprendre le contrôle durant son tour 4 et finalise le tout au tour 5, ce qui lui permet de finir de marquer ses points sur les secondaires et de mettre les 12 points au primaire. Nous finissons sur un score de 92 à 90 en ma faveur, ce qui égalise à 10-10 sur un score WTC, car le différentiel n'est pas de 6 points pour chercher le 11 à 9. Je suis très content de la partie, nous avons sûrement fait chacun nos petites erreurs. La mienne aurait été de trop concentrer l'ouragan meurtrier sur les flammeurs de Tzeentch, quand je pouvais le faire sur des charnels ou des démonettes, qui auraient perturbé l'alternance des activations pour limiter son impact, et sauvegarder ainsi des ressources plus longtemps. Voilà mon retour d'expérience sur les Space Wolf en cette fin de V9. Je pense que vous avez pu voir les unités les plus performantes du codex. Wulfen, Garde-Loup en réacteur dorsal, Skyclaw, Thunderwolf, Longcrow et Desolation Squad. Si votre liste comporte ces unités, alors vous assurez une bonne construction. Maintenant, reste à savoir ce que nous offrira la V10 de Warhammer 40 000. J'espère que vous avez apprécié ce nouveau format d'épisode. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air sous la vidéo, à commenter, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, tout en activant la cloche afin d'être informé sur la sortie des prochaines vidéos, ainsi qu'à la partager. Tout cela en tout cas aide énormément au développement de la chaîne. Dans tous les cas, je vous souhaite un excellent wargame.